Excusez-moi. Approbation du compte-rendu de la séance précédente que vous n'avez pas reçu, ce qui veut dire que nous l'approuverons lors du prochain conseil municipal de rentrée. Voilà, donc pas d'opposition, pas d'abstention, n'est-ce pas? Et donc comme ça, on va pouvoir avancer plus vite à la première délibération, qui est la vente de l'ancien centre technique municipal dit de chemin d'Outan. Alors comme vous le savez, lors de la création de la commune nouvelle entre 2017 et 2018, un nouveau centre municipal, technique municipal a été construit, qui avait vocation à, premièrement, rassembler les services en un seul et même lieu, surtout apporter de la centralité, parce que finalement, il était idéalement situé sur la commune, et puis surtout, voilà, moderniser un peu les équipements, parce qu'il fallait reconnaître que les équipements existants étaient soit petits, soit très vétustes, donc nous permettait d'avoir un équipement qui correspondait plus aux standards et aux besoins de la commune, et bien évidemment des agents pour travailler. Donc de fait, il est toujours dans le giron communal, hein, les anciens centres techniques municipaux, et il vous est proposé ce soir de mettre à la vente l'ancien centre technique municipal qui est basé chemin d'Outan. Chemin d'Outan, tout le monde voit, hein, entre la rue d'Italie et la rue Victor Hugo, pour une valeur de 115 000 €. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors donc une surface 1252 mètres carrés pour une société de promotion immobilière, hein, qui a vocation, donc qui fera démolir le bâtiment et puis construirait soit un petit immeuble de R+1 ou R+2, enfin quoi qu'il en soit, qui correspondrait à l'urbanisme, au PLU déjà dans un premier temps, au PLUI évidemment, et puis également qui prendra en compte la typologie du terrain, parce que pour le coup elle est un petit peu particulière. Je vous rappelle que sur la suite du chemin d'Outan, il y a un permis de construire qui avait été déposé et accepté sur la face nord de ce qu'on appelle la sauvegarde, là où il y a les garages tout cassés, tout abîmés. Donc là, ici, il y a un grand tènement où il y a un permis de construire de 3 immeubles, hein, sur ce terrain qui a été accordé il y a de ça plus de 12 mois maintenant. Les travaux ont un peu de mal à démarrer parce que bien évidemment les coûts des matériaux et beaucoup de choses ont changé sur ces 12 à 18 mois précédents. Donc les travaux n'ont pas encore pu commencer pour cette grosse opération de 3 immeubles qui était donc un terrain privé, hein, qui a été vendu à un promoteur. L'idée que peuvent s'en faire les élus et la commission urbaniste, c'est surtout finalement de venir terminer d'aménager cette rue, d'enlever les friches, et puis ensuite de pouvoir faire les travaux de voirie qui correspondront aux standards de ce quartier qui serait quand même neuf, et puis qui pour le coup est très utilisé de façon piétonne pour rejoindre les deux côtés de la commune. Pas de questions pour cette première délibération, donc la vente de ce tènement avec la démolition obligatoire sur la parcelle également du centre technique existant, pour pouvoir donc créer ce type de produit. Qui s'oppose, qui s'abstient, je vous remercie. Et délibération suivante, déclassement du domaine public avant cession de l'ancien restaurant scolaire Tazieff. L'école Tazieff a été donc toute réhabilitée. La volonté de la commission, hein, avec excusez-moi, le concours des instituts, des DEN et de l'ensemble des personnes parties prenantes, était de pouvoir rapatrier le restaurant à l'intérieur de la cour d'école, dans l'enceinte de la cour. Excusez-moi, c'est chose faite avec les travaux. Donc aujourd'hui, il y a un tout petit local qui est situé donc dans le chemin qui n'a pas de nom d'ailleurs, hein, on va pouvoir appeler le chemin des écoliers, qui rejoint le derrière de la poste, qui fait le lien entre Tazieff et la poste, donc l'ancienne cantine, la cantine que les élèves ont pu
avoir jusqu'à la fin de cette année scolaire, qui aujourd'hui ne pourra plus nous servir. Je vous rappelle qu'on a voté le déclassement de la rue Léo Lagrange, ce qui fait qu'on ne peut pas y aller en voiture sur cet endroit-là. Donc évidemment, ça limite les projets. Et la volonté est de faire aussi qu'il n'y ait pas de circulation en voiture, évidemment, sur ce petit chemin également des écoliers. Donc il y a une proposition de vente. On sera assez attentif à l'achat pour faire en sorte que ça ne vienne pas créer potentiellement des nuisances sur le quartier dû à l'école, et puis dû aussi à la piétonisation de ce petit bout de commune. Certes, on manque toujours de salles. Alors ça aurait pu être une question de conserver ce lieu, mais comme on vient de le dire, malheureusement, il n'y a pas de servitude voiture, premier point. Peu de lieux pour pouvoir se garer, et puis surtout le bâtiment est très vétuste. Donc aujourd'hui c'est un bâtiment qui fait un peu moins de 80 mètres carrés, si je crois, un peu moins de 80 mètres carrés, qui est pas dans un état de salubrité folle. Les coûts de réhabilitation seraient gros. Il y a potentiellement des personnes peut-être dans le quartier qui peuvent être intéressées par cet îlot et qui pourraient leur être rattachées. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Donc voilà, moi je vous propose de passer cette délibération ce soir pour mettre à la vente l'ancien restaurant scolaire Tazieff, en sachant qu'aujourd'hui, donc, le restaurant scolaire Tazieff est bien terminé et est dans l'enceinte de l'école, sur la partie qui est encore aujourd'hui un peu rouge, mais qui devrait changer de couleur. Des questions? Qui s'oppose au déclassement du domaine public avant cession de l'ancien restaurant scolaire, Tazieff? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vente de l'ancien restaurant scolaire Tazieff. De fait, délibération suivante. Donc voilà, tout avait été expliqué dans la première. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'y revenir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette vente particulière, peut-être? Non, plus sur la vente que sur le déclassement. Je vous rappelle donc l'offre qui nous a été reçue de 60 000 € et qui correspondait à l'avis des domaines qui était lui également de 60 000 €. Pas de questions. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Régularisation des limites de propriété, route de la Reverdière. Alors j'excuse, ce soir c'est moi qui fais les délibérations comme celle-ci, Philippe Thiebaud ne pouvant pas être là ce soir. Le nouveau propriétaire de l'habitation situé au 107 route de la Reverdière a sollicité la commune pour régulariser la limite et de son terrain. Il s'est aperçu que sa clôture était implantée sur la parcelle communale cadastrée 165 AB 179. Sa clôture empiète en effet de 2 mètres environ sur la propriété communale. Afin de régulariser cette situation, il est proposé de céder cette emprise de terrain d'environ 36 mètres carrés aux propriétaires voisins. Le service des domaines a été consulté et la cession pourrait s'effectuer moyennant une somme totale de 2 300 €. La cession de cette bande de terrain d'environ 2 mètres de large sur 18 mètres de long est envisagée de manière concomitante avec la cession par la commune du terrain à bâtir de 1000 mètres carrés, détaché également de la parcelle 165 AB 179. Alors, rapidement, pour pouvoir tous bien resituer, route de la Reverdière sur la commune historique de Fitilieu. C'est le prolongement, quand on va côté est, c'est le prolongement de la rue du 11 novembre et du chemin piétonnier qui ramène dans le village. La commune avait acquis au tout début de ce mandat-là une parcelle de 12 000 mètres carrés, en face de la salle des fêtes, finalement, tout simplement. Ça rejoint la salle des fêtes Vercors. Et cette parcelle a toute une partie donc, qui est non constructible et qui, aujourd'hui, a vocation à recevoir la production maraîchère. D'ailleurs, c'est déjà installé, c'est clos depuis aujourd'hui, je crois. Et ensuite, reste une bande de terrain qui est constructible. La commune avait acheté 110 000 € l'ensemble du ténement. Et pour pouvoir valoriser un petit peu son actif, se proposait de revendre déjà dans un premier temps la parcelle constructible. On ne va pas pouvoir nous en faire grand chose, surtout où elle est placée. Et puis le voisin s'est rendu compte que il était clos
Hein, je dis bien il était clos et non pas il avait clos, parce que cette clôture existe depuis toujours, en tout cas depuis très longtemps, pas depuis toujours mais depuis très longtemps, et lors de sa division parcellaire et avec au notaire notamment, eh bien, se sont rendus compte qu'en effet la clôture n'était pas implantée sur le bornage. Donc deux options, soit la commune récupère tout simplement son alignement, le voisin repique chez lui, soit le voisin achète la bande, et vu l'intérêt qu'avait la commune pour ce terrain, l'intérêt direct, bah, il était plutôt concevable de pouvoir le vendre et de le valoriser aux voisins. Est-ce qu'il y a des questions sur cette explication? On va devoir délibérer. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Seconde délibération numéro 5, hein, qui est toujours tenue un peu comme les délibérations précédentes, la vente du terrain de Fitilieu, donc route de la Reverdière. Là, on va pouvoir le voir juste en dessus, le centre de vaccination Covid-19. Toujours ouvert, le centre de vaccination Covid-19, voilà, donc dans la continuité, juste en dessus la flèche rouge, hein, si vous voyez le centre de vaccination, au-dessus de la flèche rouge, en portant vers le nord, il y a donc pile poil au niveau de la flèche rouge, c'est la limite de bornage dont on vient délibérer. Et puis, si on remonte au nord, voilà, Dom, ouais, va pouvoir mettre la flèche dessus, eh bien, nous avons là une bande de terrain qui va dans la profondeur, qui est constructible aujourd'hui et qui pourrait très bien être vendue. Alors, en sachant que, historiquement, ce terrain était désenclavé par cette sortie-là. Le terrain appartenant à un propriétaire privé à l'époque ne sortait ni sur le parking de la salle des fêtes, ni côté salle des fêtes, et ne sortait que sur la route de la Reverdière. Aujourd'hui, la commune est propriétaire de l'ensemble du ténement, a une servitude d'usage de temps en temps pour pouvoir sortir sort de temps en temps sur ce côté de la route. Maintenant, il pourrait très bien être créé une autre sortie ailleurs qui dérangerait pas moins, voire sécuriserait également les accès. Donc il vous est proposé de passer cette parcelle à la vente et de pouvoir, par la même occasion, eh bien, valoriser un petit peu le patrimoine foncier communal. Le prix, je n'ai pas annoncé le prix, excusez-moi. 1000 m² détachés de la parcelle communale cadastrée, un montant donc de 95 000 €. Et l'acquisition totale du terrain, 100 000 €. D'accord. Non pas 110 000 €. Bon, 100 000 €. Donc une vente plutôt intéressante, je crois, pour la commune. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, donc voilà, tout n'est pas constructible hein, sur cette parcelle, mais en tout cas, ça permet de faire un lot à bâtir et de détacher un bout de bande verte intéressant. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci. Délibération suivante, attribution du marché de travaux du parvis de Fitilieu, parvis boulangerie, futur restaurant, infirmière, Franck Chevalet et parking bien sûr, de l'ancienne salle des fêtes. Pour rappel, donc du coup, construction d'un parking en lieu et place de l'ancienne salle des fêtes et aménagement devant les futurs commerces, boulangerie, futurs restaurants. Donc 3 lots pour ce parvis. Premier lot VRD, entreprise Carré pour 76 898 000 €, avec une note totale de 90, et l'entreprise Thomet pour un prix hors taxe de 95 051, avec une note de 77. Deuxième lot, le revêtement désactivé, c'est le béton désactivé. Donc l'entreprise Thomet pour 57 030, avec une note de 71. Sol Alpes, une offre à 36 634,85 €, avec une note à 95. Et troisième lot, le marquage au sol, il n'y a qu'une entreprise qui a répondu, signature, pour 4 926 €, soit un total de 118 459 €. Donc, si vous êtes d'accord, on retiendra l'entreprise Carré.
Sol Alpes et signature. Alors, là, ça fait partie des belles surprises de l'année parce qu'on avait budgété 150 000 € pour cette opération-là. On avait très peur, parce que évidemment l'explosion des coûts et des matériaux nous inquiétait sur la réalisation potentielle de ce projet, en tout cas en une phase. Bon, ça fait partie des bonnes nouvelles de cet exercice, avec une enveloppe respectée et même bonifiée, si on peut dire comme ça, parce qu'en effet, un coût moins important que ce que l'enveloppe nous avait été annoncée. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être par rapport au projet en tant que tel, l'aménagement qui avait été proposé par les services et la commission voirie, alors en sachant que quasiment tout a été réalisé en interne, pour le coup. On a pu travailler les plans, les esquisses nous-mêmes, et donc faire cette proposition qui donnait également écho à la démolition de la salle des fêtes. La salle des fêtes qui, aujourd'hui, est peut-être désaffectée depuis maintenant bientôt une quinzaine d'années, enfin une douzaine d'années, pardon, excusez-moi, et qui n'était pas évolutivement réhabilitable, apparemment. En tout cas, tous les projets qu'on a pu avoir dessus ont échoué. Il y avait donc la volonté de moderniser le centre, de redonner un coup de boost et de continuer l'embellissement des villages. La démolition, la création d'espaces de parking et puis surtout la création d'un parvis. Alors comme on peut le voir, il n'y a pas énormément de places supplémentaires qui sont créées. Les 3 places qui sont devant la boulangerie depuis toujours sont toujours existantes. Il n'y a qu'une seule place qui a été rajoutée, c'est la place handicapée d'accès PMR. Mais par contre, l'ensemble des surfaces ont soit été traitées en espace vert, avec la création également d'une terrasse devant l'édifice communal, et puis aussi l'embellissement avec la création d'espaces verts et la remise en place d'arbres. Le point difficile qui a été à trancher, c'est les platanes existants. Voilà, où il est vrai qu'on a tout fait pour pouvoir les conserver, mais malheureusement, l'état racinaire, l'état de certains de ces arbres, nous permettait vraiment pas d'envisager le projet en conservant l'ensemble des platanes. Et donc, il a été proposé de replanter à 2 pour 1, bien évidemment, donc en surnuméraire, mais malheureusement, de ne pas pouvoir conserver ces très beaux platanes. Du coup, vous parlez de commerce, c'est quoi les commerces qui vont s'installer sur la c'est toujours la même volonté. Sur la partie réhabilité, c'est toujours le but étant toujours de faire un bar-restaurant. Et puis le premier commerce, enfin si je peux dire le premier emplacement, lui a été pris par les infirmières, est déjà aménagé et déjà en service. Donc ça voilà, il n'y a que 2 cellules. Donc les 2 cellules, parce que la première est prise, et ça on est sûr c'est une infirmière. La seconde, la volonté est toujours la même, et puis l'aménagement va dans ce sens-là, en créant une terrasse un peu rabaissée, un espace vert à côté. Alors il y a des candidats, ça il y en a. Là-dessus, c'est pas un souci. Ensuite, enfin c'est pas un souci. Il y a des candidats. Ensuite, à savoir s'ils seront retenus ou pas, je ne sais pas. Le délai des travaux, le délai d'une collectivité locale, le délai des élus, le délai de plein de choses a fait que le temps long nous a fait perdre certains candidats potentiellement très intéressants, c'est vrai, au fil du temps, parce que ça c'est quand même une arlésienne qui date de 2015 maintenant, donc 8 ans. Et évidemment, beaucoup de porteurs de projets, eux, ne peuvent concevoir ce temps long. C'est sûr que pour nous, ça nous a rappelé à la réalité, et bien que tout ne se fait pas en un jour, et malheureusement, on voit enfin, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais heureusement sans doute, on voit la fin de l'aventure et le début d'une nouvelle avec la création de cette cellule. Alors il y a toujours des porteurs de projets qui sont intéressés et qui souhaitent venir s'installer. Ensuite, à nous de pouvoir, avec eux, les rencontrer et conceptualiser le meilleur projet possible. Pas d'autres questions? Alors oui, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va avoir une boulangerie qui va rouvrir
Alors comme vous le sachiez sans doute, la boulangerie des Abrais-Banettes, elle, avait trouvé preneur lors de la vente aux enchères. Celle de Fitilieu était plus compliquée, mais ça y est, c'est fait. Un repreneur s'est présenté et s'est engagé. Et donc la boulangerie de Fitilieu pourra réouvrir. Alors c'est pas tout de suite maintenant, il va quand même falloir attendre quelques mois, mais bon, au moins la boulangerie, elle, va pouvoir rouvrir, boulangerie-pâtisserie, dans les mêmes conditions. Donc c'est déjà un très bon point, c'est vrai. Et les autres communes, je suis pas au courant. Oui, bien sûr. J'ai une question pour l'accès du parking. Il n'y a que les escaliers ou il va y avoir une rampe sur le côté parce que c'est incliné quoi, il est en dessous. Très incliné. Il y a une rampe. Elle est sur le côté droit là, c'est ce qu'on voit pas là sur le. Elle est sur la gauche des escaliers. Ah, sur la gauche de l'escalier, d'accord. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez voir aussi que l'accès au logement se fait complètement à l'ouest, côté église. Voilà, pour pouvoir conserver. L'idée était aussi de pouvoir recréer et conserver le linéaire d'arbres, quoi qu'il en soit, et la présence de ces végétaux dans le même alignement. Donc, de fait, la voie a été décalée sur la route de l'UCR. Allez, pas de questions. Je vous propose de voter. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Prochaine délibération. L'emprunt 2023, la contractualisation. Délibération 2023 F07. Alors, comme présenté lors du budget, et pour pouvoir continuer à assurer une pérennité financière et d'investissement et consentir à pouvoir continuer les investissements de la commune, les élus avaient souhaité passer par un emprunt, une ligne d'emprunt pour cette année d'un montant d'1 500 000 €. Plusieurs banques ont été consultées, le Crédit Agricole, la Banque Populaire, la Banque des Territoires et la Caisse d'épargne. 3 offres ont été remises pour financer, comme il est prévu au budget, les 1,5 million sur 20 ans à taux fixe. Une proposition est également jointe au taux révisable sur la base du livret A plus marge avec possibilité de basculer en taux fixe moyennant une pénalité. Alors il vous est proposé pour cette délibération de retenir la proposition de la Caisse d'épargne. C'est bien ça, on est d'accord sur le tableau, et donc avec un taux indexé, excusez-moi, vous l'avez sur la Caisse d'épargne, vous l'avez, on est d'accord? Vous l'avez pas sur votre tableau là? Pardon, alors. Alors pour les premières offres, très clairement, Crédit Agricole, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Banque des Territoires. On va vous rappeler les taux fixes avec pour le Crédit Agricole 4,31, pour la Banque Populaire 4,12. Crédit Agricole 1 500 € de frais de dossier, 750 € de frais de dossier pour la Banque Populaire. Les remboursements anticipés, 2 mois d'intérêt plus l'indice actuariel et les indemnités actuarielles, pour la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Les échéances mensuelles et trimestrielles, pour le Crédit Agricole, trimestrielles pour la Banque Populaire. Le coût du crédit pour le Crédit Agricole, il est à 752 353 € et sans doute moindre pour la Banque Populaire, vu que le taux fixe était plus bas. Et finalement, une offre, la Caisse d'épargne n'avait pas répondu sur cette base-là, étant moins bien placée, vraiment moins bien placée. Et puis finalement, à taux révisable, la Caisse d'épargne a pu reformuler une offre semaine dernière, en effet, avec un taux indexé sur le livret A, parce que comme on a pu le voir, les index ont pu changer. Et un taux a été proposé à 3,40, donc plutôt intéressant, 4,12
pour le meilleur taux qu'on avait, 3,40 pour le taux avec l'indexation sur le livret A. Derrière, on a les frais de dossier à 750 €, qui étaient les mêmes que pour le coup la Banque Populaire également. Et les remboursements anticipés, c'est 3% du restant dû. Et les passages à taux fixe, impossibles pour la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et par contre, à l'échéance, sans indemnité de préavis de 30 jours. Pour ce qui était de la caisse d'épargne, ce qui est sécurisant. Et donc le coût du crédit ne serait plus de 752 000 € ou 730 000 pour la Banque Populaire, mais de 523 918 €. Donc une bonne nouvelle d'avoir pu attendre et profiter des nouveaux indices. Comment? Mais ça reste du taux en effet révisable, où on peut se permettre de faire un passage à taux fixe quand on le souhaite avec un préavis de 30 jours. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Parce qu'il doit y en avoir quand même, vu qu'on n'avait pas pu fournir les éléments. Oui, Sandrine. Appuie. Vas-y. Le taux variable, il est capé à combien? Donc on suit l'indexation du livret A, d'accord. Oui, ça j'ai vu. Voilà. S'il augmente, il augmente aussi. S'il augmente, il augmente aussi. Voilà. Alors, c'est bien la problématique du taux révisable. La seule chose qui peut nous garantir une capacité de sortie et de retour au taux fixe, c'est la sortie sans indemnité à 30 jours. Voilà, c'est l'avantage que propose aujourd'hui la Caisse d'épargne sur le taux révisable. Bon. Le taux fixe, on a une idée Oui, bien sûr, le taux fixe de la Caisse d'épargne. Ouais. Non, la Caisse d'épargne, ils étaient au-delà des, ils étaient à plus de 4,30. J'ai une autre question. Comment se fait-ce que du coup cet emprunt qui a été voté l'année dernière n'a pas été fait en début d'année? Parce qu'on savait que la tendance des taux était à l'augmentation. Petite question comme ça, est-ce que c'était un timing impossible? Est-ce que c'est les banques qui ont mis du temps à répondre? Voilà. C'est pas mal de choses qui sont venues les unes sur les autres. En effet, un retour des banques tardif, des conseils municipaux pas forcément dans le timing, et puis nous qui avons peut-être un peu traîné pour faire les demandes, bien qu'il me semble que Philippe les avait fait assez tôt, en tout cas pour les deux premières, parce que le Crédit Agricole et la Banque Populaire. C'est vrai qu'il faudra être plus vigilant à ça, sans doute, quand il y a des périodes un peu incertaines comme celle-ci, en sachant que les taux là, proposés, me semble-t-il, ils ont été confirmés en avril. Hein. Ils sont pas de... Ils ont été révisés? Là? D'accord, parce qu'on a eu... Ouais. Ah bah Caisse d'épargne, c'est cette semaine. Mais les taux précédents, eux, ils datent pas de cette semaine. Les taux Crédit Agricole et Banque Populaire. D'accord. D'accord. En effet. On a un dernier point qu'on n'a pas vu, parce qu'on a aussi sur les ressources Banque européenne d'investissement, avec un taux encore différent, mais un coût de crédit qui, lui, est à 652 000 €, plus important en taux fixe. Ouais, la BEI, c'est quoi? La contrainte de la proposition de la Banque européenne d'investissement, il faut justifier, enfin, il finance 50% des projets qui sont basés sur le développement durable. D'accord, ok, oui, en effet. Il faut justifier 3 millions € d'investissement. Lié au développement durable. Ah oui, donc la Banque européenne d'investissement... Sans garantie qu'ils retiennent tous les projets. De plus, voilà. Prête à un taux de 3,82 plutôt intéressant par rapport aux autres, mais par contre ne finance que 50% des projets de développement durable, ne finance que les projets qui sont liés ou qui ont un lien direct avec le développement durable, ce qui est plutôt pas mal pour le coup.
mais malheureusement ne garantissent pas de retenir tous les projets proposés. Donc autant dire que là c'est encore un saut dans l'inconnu, un peu compliqué. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ces propositions? Taux fixe, taux variable. Bon, le livret A, c'est un livret plutôt, pour le coup, politiquement stable, mais qu'est-ce que sera la fiscalité dans 20 ans? On ne sait pas. La seule garantie qu'on peut avoir, c'est cette possibilité de sortir à 30 jours. Est-ce que vous voulez qu'on propose 2 votes ou un seul vote? Est-ce que vous voulez qu'on propose Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes ou Caisse d'épargne? Je ne sais pas. Ou alors on vote tout simplement la délibération, la proposition de la commission à qui on fait toute confiance. Philippe vous propose de retenir la proposition de la Caisse d'épargne. Voilà. J'ai plus confiance en ses capacités qu'en les miennes en ce qui concerne l'emprunt et la banque. Donc je vous proposerai de suivre cette proposition et puis évidemment on peut en discuter si celle-ci n'est pas retenue. Proposition d'accorder, en tout cas de contracter un prêt à hauteur de 1 500 000 € avec la Caisse d'épargne sur un taux révisable à 3,40. Qui s'oppose à cette solution? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous contracterons donc la ligne d'emprunt, excusez-moi, à 1 500 000 € avec la Caisse d'épargne. Délibération suivante, convention FIP avec Éducation nationale, délibération 2023 F08. Madame Pégou. 2 micros, Madame Pégou. Dans le cadre de la démarche Notre école, faisons-la ensemble, lancée par le Conseil national de la refondation, une vaste concertation a été ouverte sur l'ensemble du territoire français qui associait les équipes pédagogiques des écoles, des collèges et des lycées, les familles, les élèves, les élus, les représentants d'associations, et ce pour permettre aux équipes de proposer des projets pédagogiques innovants. Ces projets pouvaient bénéficier d'un soutien financier. Sur notre commune, on a déjà 2 écoles qui se sont lancées dans l'opération et qui ont obtenu un FIP. Un FIP, c'est un fonds d'innovation pédagogique. Donc, il y a l'école Tazieff pour un montant de 31 000 € qui permettra de financer l'achat et l'installation d'un parcours sportif, des marquages au sol pour des zones de médiation, des jeux de couloir de course, l'achat de matériel sportif permanent intérieur et l'achat pour l'équipement d'une salle art et culture, ainsi que l'intervention de moniteurs de sport. Et pour l'école de la Bâtie-Divisin, pour un montant de 18 348 €, permettant de financer les intervenants pour les séances des activités sportives, les visites de différents lieux et les ateliers en lien avec l'alimentation, les fermes, les musées, les frais de transport pour se rendre sur les différents lieux et le matériel pour continuer le projet jardinage pour installer des coins lecture, notamment l'achat d'une cabane dans l'enceinte de l'école et les activités sportives. Il convient donc, pour que les écoles puissent toucher cette subvention, de signer une convention, puisque c'est la mairie qui va devoir gérer ce budget, et notamment d'inscrire les crédits au budget en dépenses et en recettes. Et comme d'autres projets vont sûrement voir le jour, notamment qui est en cours et qui va regrouper toutes les écoles de la commune pour les arts et la culture, il convient aussi de permettre aux maires de signer les prochaines conventions. Des questions par rapport à cette convention proposée avec l'éducation nationale? Bon, c'est une belle opportunité où ont pu participer pas mal d'acteurs, et notamment les élèves hors temps scolaire. C'est ça qui était aussi intéressant dans les échanges et les rencontres, c'est que les enfants étaient avec les adultes et pouvaient et avaient de la place pour pouvoir s'exprimer sur leur envie et leurs besoins. Qui s'oppose à cette délibération F08? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Décision modificative numéro 2 du budget communal 2023. Comment? J'ai raté une... convention relative au déploiement de l'ENT à l'école. Pardon, Madame Pégou. Dans le cadre des TNE, donc territoire numérique éducatif, la commune avait déposé un dossier pour continuer d'équiper les écoles. Donc notre dossier a été accepté et le département va nous attribuer une subvention de 55 000 € et quelques centimes. Mais dans ce cadre, il était imposé de mettre en place un espace numérique de travail. Donc c'est un ensemble de services numériques pour la communauté éducative, donc les parents, les enseignants, les élèves. Et il convient donc de signer une convention qui va permettre de sécuriser et de garantir la protection des données personnelles. Délibération assez simple. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc délibération numéro 10, excusez-moi, 2023 F10, décision modificative du budget communal 2023. Donc de fait, il convient d'inscrire en dépenses et en recettes les crédits scolaires pour le fonds d'innovation pédagogique pour 31 000 €. Il faut également prévoir le remboursement d'une taxe d'aménagement pour un projet abandonné, mais dont l'impôt a été payé pour un montant de 1 450 € et 15 centimes. Un nouveau médecin est embauché au 1er juin pour un temps non complet de 18 heures hebdomadaires. Il convient de majorer le budget charge de personnel de 35 000 € pour 7 mois et de prévoir également une majoration des recettes en contrepartie. Donc vous avez le tableau qui vous est présenté dessous. On peut reprendre les points ensemble. Donc le FIP pour 31 000 € avec bien évidemment en face des recettes. FIP de Tasief, excusez-moi, et le FIP de la Bâtie-Divisin. Voilà, avec des... « 31 000 et 18 348 €. Hein, c'est ça? Voilà, pardon, d'accord. Avec donc en face une recette en augmentation à hauteur de 29 348 €. Des taxes d'aménagement et autres produits, voilà, donc avec une diminution des recettes, enfin une dépense donc de 1 450 € 15, une taxe qui avait été encaissée et dont le projet a été abandonné. Ça arrive quelquefois à hauteur de 1 450 € 15 centimes. Et puis le troisième point, le point sans doute le plus politique, avec l'embauche, comme on avait pu en parler, d'un nouveau médecin qui donc a pu attaquer au 1er juin pour un temps partiel de 18 heures hebdo, donc 2 jours par semaine. Et donc il convient de fait de majorer le budget des charges de personnel à hauteur de 35 000 € et puis de prévoir en face les recettes, donc qui sont également en augmentation de 35 000 €. Des questions par rapport à cette décision modificative? Alors, en sachant, et là je me fais le porte-voix de Philippe, qu'il est proposé cette année de faire plusieurs décisions modificatives, non pas d'augmentation diverses et variées, mais même pour des changements de ligne et d'affectation de lignes. On pourra avoir peut-être sans doute même dans les mois à venir des basculements sur les lignes d'investissement. Voilà, de projets qui sont remis à plus tard et où finalement le crédit est porté sur un autre, ou en tout cas des projets divisés et dont les lignes pourront être répercutées, excusez-moi, sur d'autres projets. Et donc il a été proposé pour plus de lisibilité pour les élus, puis plus de lisibilité également pour les habitants, et bien de faire à chaque fois des décisions modificatives, vraiment voilà, pour pouvoir être le plus clair sur le sujet. Et puis avoir aussi une meilleure vision politique et stratégique pour les années à venir. Allez, on va pouvoir passer au vote. Qui s'oppose à cette décision modificative numéro 2 du budget? Qui s'abstient? Merci à vous. Délibération numéro F11, tarifs restaurants scolaires, garderie, repas exceptionnels et salles municipales. Alors, je vous propose de faire plusieurs présentations. Ben non, finalement. Hélène? Non? Oui? Moi?
Merci. Le champ de compétences est large. Il est proposé de passer donc de 5 à 8 € le tarif du repas exceptionnel au restaurant scolaire pour limiter au maximum les inscriptions de dernière minute qui sont pour nous très difficiles à gérer, clairement. Donc de 5 à 8 pour avoir un tarif dissuasif, parce que malheureusement, bien, on se rend compte que 5 €, le delta entre l'exceptionnel et le non exceptionnel, donc récurrent, eh bien, n'est pas très important. Je reviens tout de suite. Et donc de pouvoir passer à 8 € incitera les parents à pouvoir faire preuve de plus de vigilance. Sachant que si on en arrive à faire cette modification, excusez-moi, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un souci réellement par rapport à ça. C'est ceux qui n'inscrivent pas dans les temps, en fait. Ils ont jusqu'au mercredi 18 h pour s'inscrire pour la semaine suivante. Et parfois, des fois, le jeudi, les gens appellent j'ai oublié d'inscrire pour vendredi. Mais du coup, c'est toute une chaîne parce qu'après, il faut prévenir et la cantine, et les filles du restaurant scolaire, et les enseignants. Et s'il y a une faille dans la chaîne au moment où on prévient, si jamais l'enfant sort alors qu'il devait rester à la cantine, voilà. D'où va la responsabilité? Les filles ne peuvent pas gérer ces responsabilités-là. Et il y a beaucoup de parents qui abusent dernièrement. Ouais, ça limite quand même un peu. Disons que si c'est récurrent, 8. Le problème, c'est vraiment arriver à trouver le modèle, quoi. Parce que nous, c'est vrai qu'il y a l'histoire des commandes de denrées. Bon, celles-ci, elles sont faites à date. Aujourd'hui, le système est fait du mercredi au mercredi. On sait gérer, on sait tenir. Attention, pas 4 enfants près sur les denrées, bien évidemment. Mais quand même, il y a une question logistique à mettre en place pour l'ensemble des restaurants scolaires. Ensuite, il y a la question, en effet, du logiciel, de la transmission des listings et autres, qui pose un problème, non pas de denrées, mais pour le coup, un problème de sécurité. Et puis, troisième point, eh bien, il y a potentiellement des personnes qui sont assez laxistes et qui malheureusement ne jouent pas le jeu. Ne jouent pas le jeu pour tout le monde, hein, pour l'école, pour les cantines et pour le bon fonctionnement général du service. Alors peut-être que 8, c'est peut-être pas assez dissuasif. Mais en même temps, comment faire? 12? Et à partir de là, ceux qui ont malheureusement eu un souci et doivent mettre leur enfant à la cantine vont payer pour ça, alors qu'eux, ils le font qu'une fois dans l'année. C'est ça, je crois que le fond du problème est là, c'est arriver à faire quelque chose qui est dissuasif, sans être non plus pénalisant pour la majorité des personnes qui vont utiliser cette voie d'urgence parce qu'il y a réellement une urgence. Donc là, le cas est quand même assez compliqué. Et demain, je pourrais comprendre que, eh bien oui, certains disent en effet 8 € finalement c'est pas tant que ça parce que moi je mets mon enfant une fois par semaine à la cantine, donc comme ça je déciderai quand est-ce que je le mets et je serai encore moins coupable. Bon, j'ose espérer qu'ils ne penseront pas comme ça et qu'on pourra quand même rétablir le bon ordre le plus possible. Les autres propositions donc de tarifs qui ont changé, la garderie à 1 € la demi-heure et pour le repas dans les restaurants scolaires à 6 € aux enfants domiciliés hors de la commune et bénéficiant d'une dérogation de scolarisation aux abris en Dauphiné. Alors, clairement, là, on est voilà, sur la question du régime dérogatoire. La démarche entamée depuis maintenant quelques années est d'aller vraiment vers la valorisation des denrées, vers une alimentation plus saine, plus durable, et évidemment, les coûts liés sont aussi importants et impactants pour la collectivité. Ils sont payés sur l'impôt général, hein, bien évidemment, sur le budget de fonctionnement communal. À partir de là, les enfants qui sont hors secteur scolaire, alors, bien évidemment, leurs parents, eux ne payent pas d'impôt, mais en tout cas, leurs parents ne payent pas l'impôt sur la commune. La dérogation est sans doute juste et a une raison d'être pour différentes choses, bien qu'on n'en accordons pas, mais il peut rester un certain ripisylve du passé. Et à partir de là, eh bien, est proposé de pouvoir augmenter le coût pour pouvoir être plus concevable avec l'équilibre et la justice par rapport aux contribuables abrésiens. Voilà.
Et puis ensuite, poser la question du maintien ou non de la non-location de certaines salles dont l'usage est plébiscité par les associations ou les entreprises locales. Là, Chantal, peut-être que je peux te laisser dire un mot, ou Ludo, sur ces salles. C'est simplement qu'actuellement, dans les locations, nous avons des demandes de sociétés des Abrais qui nous demandent de louer les salles en milieu de semaine. Et jusqu'à présent, on ne pouvait pas le faire parce qu'en fait, c'est pas prévu dans le tableau. Donc, on se posait la question de savoir si tout le monde était d'accord pour qu'on remette ces locations de salles en milieu de semaine pour des entreprises ou si le conseil municipal est contre. C'est ça, en fait. Laquelle ? Toutes les salles, en fait, parce qu'il y a des demandes sur toutes les salles. Donc il faut qu'on crée tout de suite un tarif et un tableau ce soir. Il est rattaché en PJ ? Non. Je vais vous trouver ça, peut-être. C'est surtout pour les entreprises. Hein. Les associations en milieu de semaine, elles n'en ont pas besoin, ou si elles en ont besoin... Ah bah non, c'est des salles, c'est sur des créneaux qui sont disponibles. Non, mais c'est vrai qu'on a des entreprises qui viennent nous demander des salles pour faire des assemblées générales. La plupart du temps, c'est ça, assemblée générale immobilière, des choses comme ça, des syndics, des trucs comme ça. Et où en effet, on n'a pas de coût à l'heure, on n'a pas de coût à la journée, on a peu de solutions. Et où on se retrouve soit à dire non, soit à demander le forfait existant pour une heure, de 8h à 9h le matin, sans café, sans collation, sans rien, donc, et pour 10 personnes, et de se retrouver à demander un montant qui est exorbitant, alors que potentiellement la salle aurait très bien pu recevoir la réunion, éviter aux personnes de devoir faire plusieurs kilomètres pour aller, pourquoi pas, au syndic ou ailleurs pour faire cette réunion, et qui permettent bien de faire ça sur la commune. Alors l'idée vous est proposée de passer, on le voit, hein, salle des fêtes donc, du Triangle, la salle des fêtes Vercors et puis la salle Émile Guéry. Uniquement elle en salle de réunion, bien évidemment, parce que recevant un futur aménagement, j'espère. La salle Marceline également. Non dans particulier. Et puis la salle Chartreuse non plus. Voilà. Donc on se retrouverait, si, location à l'heure en journée, 30 € de l'heure. Voilà, pardon. La salle Émile Guéry, non. Alors, je comprends pas trop le tableau, là, en fait. J'ai vu pour la salle... Mais pas du lundi au vendredi. Donc le souhait... Ah, donc on modifie les cases grises, là. Voilà, c'est ça. Il n'y a aucune proposition qui a été faite sur le truc. En effet, parce qu'il me semblait bien qu'on pouvait le faire à la salle Émile Guéry. Mais ça, c'est déjà écrit. Voilà. C'est ça. D'accord. Donc il vous est proposé de mettre un montant en face de ces cases grises pour les entreprises ou particuliers de la commune et entreprises ou particuliers extérieurs à la commune en tarif journée. Quand ils arrivent le matin et qu'ils repartent dans l'après-midi, il faut qu'ils s'installent, il faut qu'ils désinstallent. Donc, je pense que c'est mieux de le faire à la journée. Demi-journée. Ou demi-journée, oui. Ok. Oui, par exemple. Sur la journée ? Eh bien, c'est des forfaits journée 100-400. Allez, sur la salle du Triangle, le tarif pour les entreprises de la commune ou les particuliers, pour le coup, ça sera les entreprises de la commune, sera à 100 €, pour les particuliers également, excusez-moi, et extérieur à la commune, de 400 €. Ça reprendrait le principe des associations.
Et puis ensuite, la salle des fêtes Vercors, eh bien, elle serait à 200 € et à 600 €. Et il faudra prévoir la participation aux frais de chauffage, même hauteur que les week-ends, parce que pour le coup, là, c'est un chauffage qui est propre à la salle. Donc 200, 600, 100. Salle Émile Guéry, donc uniquement en salle de réunion, mais celle-ci, elle n'est pas louée déjà? Je suis étonné de ça. Entreprise ou particulier de la commune, eh bien voilà, hein, 50, 200. Très bien. Pour la salle Émile Guéry. Avec une participation aux frais de chauffage donc qui... Et salle Chartreuse, qui a une location à l'heure à la journée, où il faudrait peut-être plutôt passer par... passer à une journée, un forfait journée tout simplement, hein, qui serait à 100 €, à 100 et 200. Voilà. Entreprise 100 de la commune, pardon, 100, et entreprise extérieure 200 €, et on enlève, on laisse la potentialité de la location à l'heure, ça peut proposer quelque chose, je sais pas pour l'instant. Ouais. Après, c'est vrai que ça nous, voilà, la question de la problématique pour 1 heure. Bon, c'est un peu difficile à aller ouvrir, fermer, faire l'état des lieux, le ci, le là. Il ne faut pas non plus qu'on devienne un bureau et une agence de location de salle. Hein. Donc à un moment, c'est un forfait et voilà. Comment? Ouais, c'est 8h, 18h, clairement. 18h, ensuite, il y a beaucoup d'endroits où les associations viennent prendre le relais. Donc évidemment, ça devra concorder avec le planning existant. Voilà, très bien. On a tous en tête ce tableau, on va délibérer dessus. On a tous en tête le tableau, on va délibérer dessus, d'accord? Allez, délibération donc 2023 F11 sur le tarif des restaurants scolaires, la garderie, les repas exceptionnels qu'on a pu le voir, ainsi que la modification des accès aux salles municipales pour les entreprises de la commune et extérieures à la commune. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Délibération 2023 F12, passage à la norme comptable M57. À compter du 1er janvier 2024, la nomenclature comptable change pour toutes les communes qui n'ont pas adopté cette nouvelle norme par anticipation. Le trésorier demande que le conseil municipal délibère, et bien que cela soit obligatoire. Donc on délibère sur quelque chose qui est de fait réputé obligatoire. Eh bien, c'est qu'on a un avis à donner au moins. Bon, écoutez, je vous propose de délibérer. Hein. Est-ce que vous voulez que je vous lise clairement l'article et le référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle nomenclature fonctionnelle? Vu l'avis favorable du comptable, que cette nomenclature budgétaire comptable M57 est l'instruction la plus récente du secteur public local, considérant que le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales, régions, départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes. Dominique, un mot sur le M57? Ce que c'est? Non, pas spécialement. Un mot? Voilà, bof. Ça représente bien ce que... Voilà. Oui, que la M14 qui existait, budget M14 du budget principal et au budget annexe également du CCAS. Voilà, donc à toutes les M14. J'espère qu'il n'y a pas de questions, ou pas trop en tout cas, qu'on pourrait répondre. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Création d'une boucle locale énergétique. Je laisse la parole à Philippe Latour. Merci, bonsoir à tous. Vous savez que nous sommes engagés depuis quelques mois maintenant dans une démarche à la fois de réduction de notre dépendance énergétique et d'augmentation de production d'énergie verte sur le territoire de la commune.
J'avais pu vous parler des différents sites qui avaient été identifiés pour les ombrières, avec 2 sites, parking de l'école du Macle et salle des fêtes de la Bâtie, qui sont voués à accueillir des projets en relation avec les Vals du Dauphiné pour produire de l'énergie photovoltaïque, et un 3e site sur le parking de la salle des fêtes Vercors, qui sera opéré directement par la commune. C'est-à-dire qu'avec un investissement municipal et une revente de l'électricité pour le compte de la commune. Donc ça, c'est les projets initiaux. Et je vous avais dit à l'époque que nous étions en réflexion sur le modèle économique de cette ombrière municipale, afin de trouver le meilleur compromis à la fois pour la commune et également pour les habitants. Donc après quelques démarches, quelques conseils, nous sommes penchés sur la création d'une boucle locale énergétique. L'intérêt d'une boucle locale énergétique, c'est en fait de pouvoir fédérer au sein d'une production d'énergie différentes sources de production, et surtout de pouvoir les vendre, donc en tant que mairie, en tant qu'opérateur de fournisseur d'énergie, de vendre de la production d'électricité à nos habitants à des coûts qui sont maîtrisés, ce qui nous paraissait intéressant vu le contexte actuel. Alors cette boucle locale énergétique, elle peut démarrer tout de suite sans aucune création ou production d'énergie locale, mais surtout on peut y rattacher au fur et à mesure toutes les productions qu'on va vouloir favoriser. Ça suppose bien entendu qu'on crée une marque et qu'on puisse vendre cette marque à nos habitants. Donc la portée de cette délibération ce soir, c'est de nous autoriser à rentrer dans cette démarche pour qu'on puisse avancer sur à la fois donc, les projets d'ombrière, mais ça on est vraiment dessus, et on a lancé les projets avec les VDD, le projet sur le site Vercors va démarrer également, mais surtout qu'on puisse travailler sur ce modèle de boucle énergétique et sur ce modèle de production. Je vous avais dit qu'on avait une production d'énergie qui était en autoconsommation pour partie, donc on a affiné les modèles. L'ombrière Vercors, globalement, si on travaille sur ce projet, on sera sur un retour sur investissement de 16 ans et demi pour un investissement initial d'un peu plus de 960 000 €, ce qui nous permettrait de faire des économies sur facture énergétique directe de plus de 10 000 € par an, de vendre en gros 20 000 € d'électricité en surplus par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, donc il serait des rentrées, des recettes directes pour la commune. Et on pourrait vendre aussi un surplus d'énergie pour 41 000 €, ce qui ferait un bénéfice sur la production d'énergie avec cette ombrière de 73 000 € par an pour la commune. Tout ça pour des charges d'environ 5 à 6 000 € par an. Donc ça, c'était le modèle de base avec la production d'énergie, de l'autoconsommation pour des bâtiments municipaux. La boucle locale va permettre de prendre une partie de cette énergie et de la proposer en contrat à nos habitants avec des abonnements qui seraient calés sur le tarif bleu d'EDF et qui seraient maîtrisés puisque produits par la commune. Donc ce que je vous propose ce soir, c'est effectivement de nous engager sur cette démarche de boucle locale pour qu'on crée une marque d'énergie Les Abrets en Dauphiné et qu'on puisse effectivement à terme, alors quand je vous dis à terme, c'est courant 2024, proposer des abonnements d'électricité à nos concitoyens. Avez-vous des questions par rapport à tout ça? Donc on est vraiment dans une démarche d'indépendance énergétique. Alors on est loin de l'indépendance. Hein. Aujourd'hui, si on cumule tous les projets d'ombrière, on doit pouvoir couvrir les besoins d'environ 400 à 500 habitants sur la commune. Mais c'est un début. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir mailler au maximum ce réseau de production et de pouvoir fédérer d'autres acteurs énergétiques de façon à proposer quelque chose d'intéressant pour nos habitants et de leur faire, en tout cas de leur proposer une espèce de bouclier, si on peut parler comme ça, de bouclier énergétique à l'échelle de la commune pour canaliser, en tout cas endiguer des hausses d'énergie qui sont plus que probables, que ce soit chez EDF, Engie ou tout autre fournisseur d'énergie actuel. On peut passer la vidéo pour expliquer un peu ce que c'est qu'une boucle locale, effectivement.
j'ai du son là-dessus. Comme ça. Choisis le son. Clique 2 fois sur le micro. Je vais meubler le blanc, on va faire comme à la radio, comme à la télé. Ce que je ne vous ai pas dit sur cette boucle locale, c'est qu'effectivement, quand on propose un contrat d'énergie à nos habitants, aujourd'hui, on n'a que des panneaux photovoltaïques. Vous savez qu'un panneau, ça produit de l'énergie la journée, et forcément, souvent, c'est la nuit, ou en tout cas en fin de journée, qu'on consomme. Donc le contrat qu'on propose à nos habitants, forcément, permettrait aussi de couvrir les besoins énergétiques en fin de journée et pendant la nuit. Donc c'est-à-dire que si on contractualise avec un opérateur énergétique, on fournira de l'électricité, quel que soit le moment de la journée, au même prix à nos habitants. Ça fait partie de l'engagement du fournisseur d'énergie. Et à ce contrat, à terme, on pourra rajouter, ce que je disais tout à l'heure, tout type de production d'énergie. Donc on a un système qui est évolutif, qui est intéressant parce qu'effectivement, on pourra ajouter de plus en plus d'énergie produite localement, alors du photovoltaïque, mais d'autres types d'énergie si on est capable d'en produire dans les années qui viennent. En tout cas, c'est quelque chose un modèle qui est pérenne dans le temps et qui effectivement qui garantira quelque chose d'intéressant pour nos concitoyens. Bonjour à tous, je m'appelle Jeanne. Ma ville a récemment mis en place une boucle locale énergétique avec My Energy Manager. La boucle locale, c'est un ensemble de services énergétiques innovants comme l'accès à une énergie locale et moins chère, car négociée et groupée, et des moyens de suivre ma consommation en temps réel. L'objectif, faire des économies d'énergie, bon pour la planète et bon pour mon portefeuille. Plus besoin de me creuser la tête pour optimiser le moindre abonnement, c'est ma commune qui a tout géré et négocié pour nous. Je suis fière que ma commune innove pour nous et pour nos enfants. Et comme on est nombreux, c'est gagnant-gagnant. L'union fait la force. Malin, non ? Nous avons maintenant tous accès à plusieurs avantages. Un fournisseur d'électricité sélectionné avec soin et rigueur par ma commune avec l'aide de My Energy Manager. Une électricité verte et moins chère grâce au tarif d'achat groupé. Des outils performants pour maîtriser ma consommation en électricité, comme l'afficheur Enerlink pour suivre ma consommation en temps réel, en euros et en kilowattheure. Un espace membre porté par ma commune pour bénéficier d'analyses et de conseils personnalisés. Et enfin, l'accès à une communauté d'échange et de conseils de consommation et d'éco-gestes. Pour aller encore plus loin dans cette démarche et atteindre une autonomie énergétique d'ici 2 ans, ma commune a développé de nouvelles sources de production d'énergie que nous allons relier à notre boucle locale. Finalement, j'ai changé de fournisseur sans me poser de questions. J'ai fait des économies, j'ai regagné en pouvoir d'achat, je consomme mieux et moins de l'énergie locale et verte et ma commune a fait un pas concret vers son objectif de territoire à énergie positive. On peut tous rentrer dans la boucle, vous aussi. En quelques mois, une mairie peut lancer sa propre boucle locale énergétique. Vous souhaitez en savoir plus sur la boucle locale ? Contactez My Energy Manager. Donc My Energy Manager, c'est le partenaire avec lequel on va travailler sur cette boucle locale, puisque bien entendu, on n'est pas beaucoup autour de cette table à être spécialiste en production d'énergie. J'en vois même pas trop. Hein. Donc on est obligé de se faire accompagner par une entreprise. Donc cette entreprise, effectivement, elle a une expertise sur la production d'énergie, sur les différents producteurs et fournisseurs actuels. Elle propose des solutions, et c'est un peu le but aussi de cette boucle locale, des solutions pour mieux consommer, en tout cas consommer moins et dépenser moins en termes d'énergie. Donc ce qui sera proposé avec l'abonnement à nos concitoyens, c'est une petite application qui permet de surveiller sa consommation en temps réel, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas avec les plateformes qui sont proposées par les fournisseurs d'énergie. Pour avoir tout de suite l'impact de brancher une nouvelle machine dans sa maison, de laisser des équipements en veille toute la nuit, etc. Et en plus d'avoir la valorisation de cette consommation en euros directement, sans attendre d'avoir la facture de votre fournisseur en fin de période. Donc c'est des petites... ça peut paraître un peu gadget, mais c'est vraiment pour sensibiliser toute la population à ce que coûte réellement tout ce qu'on peut brancher dans sa maison. Et le but ultime, hein, c'est de consommer moins et d'être vertueux dans sa consommation énergétique. On sait tous qu'on a des progrès et des efforts à faire. Et ce type de solution peut nous y aider
parce qu'il y a l'aspect temps réel, parce qu'il y a l'aspect ludique, parce qu'effectivement c'est adapté à son appartement. On rentre vraiment les paramètres de son logement et tous les équipements qu'on a pour avoir la consommation en temps réel qu'on a également sur le site web. Et on peut effectivement partager des gestes vertueux avec la communauté, ce qui est toujours intéressant pour donner des bonnes idées. Avez-vous des questions ? Pas de questions? Alors c'est un sujet qui est un peu qui est très large, hein, bien sûr. On vient de sortir d'une réunion également Philippe, Gladys Martin, Dominique Berthy et moi-même sur le développement durable au sens large et notamment la question énergétique. Il y a une volonté par les élus et bien au-delà de faire simplement du développement durable, ce qui est déjà très bien en soi, et bien de pouvoir vraiment intégrer cela avec les habitants et de pouvoir le faire partager le plus possible. La boucle locale, c'est l'un des outils pour faire en sorte que l'habitant soit directement concerné, impacté et le gain et le bénéfice de ce qui est produit sur son territoire. Alors soit par la question du maraîchage, et là, bien évidemment, par la question principale qui est celui de l'économie d'énergie, de l'énergie et du coût de l'énergie. Les ombrières n'ont pas forcément vocation à être réinjectées et être revendues à EDF, mais elles ont surtout un intérêt énorme pour l'habitant qui habite le riverain et les personnes de la commune. Donc le modèle, excusez-moi, le modèle à créer avec l'ensemble des habitants, eh bien, passe à un moment par donc, cette délibération sur la création de cette boucle communale qui va nous permettre de pouvoir monter ce modèle économique. Voilà. S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer... Oui, bien sûr. Net. Appuie sur le bouton. Non, si, c'est une bonne question, justement. Est-ce qu'on sera obligé de garder notre fournisseur d'énergie? Alors en fait, non. On remplace complètement son fournisseur d'énergie actuel par ce nouveau contrat qu'on va pouvoir proposer. Le gros intérêt, c'est comme dans ce contrat, on garantit la fourniture d'énergie, quel que soit le moment de la journée. Il n'y a pas de rupture par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'on aura des factures avec une en-tête différente, et puis on aura peut-être un prix d'abonnement différent et un prix de kilowattheure différent. Mais c'est vraiment à l'avantage du consommateur et aussi à l'avantage des collectivités qui proposent un outil pour maîtriser un peu mieux sa consommation et maîtriser son budget. C'est dans un périmètre dépendant aussi. Pas que, justement. Pas que, justement. Au niveau débit, tu ne pourras pas faire toute la commune. Enfin... Non. Il y aura, ouais, voilà. C'est ce que je vous expliquais, peut-être trop rapidement sans doute. C'est qu'effectivement, dans cette boucle locale, on va mettre à la fois la production de nos panneaux photovoltaïques, mais également de la production d'autres fournisseurs d'énergie. On met tout dans un pot commun. Par contre, tout est vendu au même prix. Et c'est l'engagement de notre partenaire pour fournir ces contrats, c'est de fournir cette énergie au même prix, quelle que soit sa provenance. Ce qui veut dire qu'on peut démarrer tout de suite, même avant que nos ombrières soient déployées, et qu'on pourra rajouter nos ombrières au fur et à mesure. Ce qu'on regarde, c'est un peu le volant de contrat qu'on peut faire sur la commune pour caler un prix qui soit acceptable et plus intéressant que la moyenne des fournisseurs aujourd'hui. Pour attirer, le prix, il va falloir qu'il soit plus intéressant que ce qu'on nous propose. Parce que sinon, c'est inutile. Il y a trois leviers. Alors, Philippe, il y a trois leviers. Le premier levier, c'est la question, en effet, du coût. Le levier le plus clair. Ensuite, il y a le levier vertueux. C'est que là, on passe dans une démarche d'économie, en tout cas, excusez-moi, d'énergie, qui est plus vertueuse, verte, et notamment produite localement sur une temporalité de la journée, en tout cas pour, en effet, ceux les plus proches de la salle des fêtes. Les autres, eux, ont un engagement d'énergie verte également, jusqu'où on veut aller. Voilà. Donc il y a ces deux leviers-là, et puis le levier qui est aussi potentiellement une contrainte, peut-être à des moments, et c'est pour rejoindre ce que disait Nathalie, c'est que, en effet, il va falloir changer d'opérateur. Donc on va plus être chez, je connais pas, Total Énergie, EDF, enfin pas EDF, mais Engie quoi. D'accord, ok.
Si on est chez EDF, c'est pas très grave. En tout cas, si on est chez les autres, c'est pas. Et donc chez Total Énergie ou chez Gaz Électricité de Grenoble ou sur d'autres fournisseurs d'énergie. Et de fait, il va falloir passer chez un nouveau. Et ça, on sait que c'est aussi quelque chose qui est difficile à faire pour l'administrer. Alors, il faut reconnaître que depuis quelques années, tant au niveau des assurances qu'au niveau de la téléphonie, qu'au niveau de la portabilité de l'énergie également, il a plutôt l'habitude. Il y a 20 ans, ça aurait été un énorme frein. Aujourd'hui, et vu la libéralisation du marché, forcément, c'est quelque chose qui est moins compliqué pour lui. Mais intellectuellement, ça pouvait poser un frein. Et l'idée, elle est justement d'aller vers quelque chose qui a un coût maîtrisé et qui va surtout vers de l'énergie plus vertueuse, plus verte, et notamment pour celle qui est produite localement sur la commune. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important comme pouvoir d'attraction du citoyen. D'autres questions? L'idée de départ, pourquoi on en vient là, c'est comment est-ce qu'on fait pour valoriser le photovoltaïque créé sur le territoire. On se pose la question depuis longtemps, et donc ça nous donne un outil pour utiliser localement également le photovoltaïque. Il faut que, pour qu'on puisse se rendre compte des bienfaits de l'investissement durable sur la commune, il faut que l'administré et l'habitant, il ait tout de suite la restitution à sa prise, réellement. Sinon, évidemment, on se rend moins compte de l'effet de ces investissements qui sont lourds et importants. Je crois que ça passe vraiment par ça. Donc, c'est un outil supplémentaire et c'est même l'outil, le bel outil qu'on a pour pouvoir utiliser clairement la production réalisée sur la commune, sur le territoire, pour l'ensemble des citoyens. Tous les citoyens de la commune pourront dire qu'ils ont de l'électricité qui sort des panneaux photovoltaïques 2 km. 2 km, un rayon de 2 km à vol d'oiseau. Donc c'est quand même grand. Voilà. Oui, Sandrine. Micro. On n'entend rien. Je disais, le vote d'aujourd'hui, il consiste uniquement à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les 2 sites, voire peut-être 3 qu'on a numérés ce soir. Par contre, il y aura éventuellement d'autres votes. Si après le système vient à se développer, je ne sais pas, avec l'apparition de nouveaux outils, en tout cas de captation énergétique, parce que je peux l'entendre déjà d'ici là, il y a des outils qui ne vont peut-être pas plaire à tout le monde. Donc voilà, c'était un peu ma question de maintenant. Là, on vote sur le photovoltaïque de l'instant, sur 3 sites, et on révisera au cas où, au besoin, si ça se développe. C'est bien ça. Alors, la délibération de ce soir, ce n'est pas tant sur les panneaux photovoltaïques, puisqu'on a déjà délibéré par rapport à ça, c'est sur l'engagement de la commune sur cette boucle locale énergétique, de façon à pouvoir proposer une solution locale de fourniture d'énergie. Et effectivement, après, on aura sans doute des discussions dans les prochains mois, prochaines années, sur d'autres modes de production qui viendront compléter ces panneaux photovoltaïques. Donc, j'imagine qu'on aura certainement d'autres projets photovoltaïques. On aura peut-être des projets qui vont arriver par les citoyens sur des centrales type nid d'énergie avec la mutualisation de panneaux photovoltaïques sur les toitures des maisons. Et on pourra avoir effectivement de l'énergie. On aura certainement des débats sur de l'énergie éolienne, sur de l'énergie, pourquoi pas, avec l'hydrogène. Mais là, effectivement. Mais l'intérêt de cette boucle locale, c'est qu'elle est adaptable, elle est flexible, et on pourra effectivement y rattacher d'autres sources d'énergie, qu'elles soient produites ici ou qu'elles soient produites ailleurs, mais qui resteraient vertueuses. Et c'est tout l'intérêt de cette démarche, c'est qu'effectivement, ce qu'a souligné Benjamin, c'est qu'on entre dans une démarche vertueuse de production d'énergie, on essaie au maximum de le faire localement pour garantir notre indépendance énergétique, et effectivement, on s'ouvre à toutes les possibilités de production, mais en gardant effectivement un débat citoyen pour acter et accepter. Effectivement, on va pas. Je ne pense pas que demain matin on implante des éoliennes au centre des Abrais sans concerter, sans en parler. Attends, j'avais juste une petite question. Pourquoi on n'a pas commencé du coup par les toitures des habitants avant de commencer par... Ça a été proposé.
Ça a été proposé ? Ça a été proposé avec la centrale villageoise en 2019-18 de participer. Il y en a certains qui ont voulu aller plus loin, d'autres qui n'ont pas souhaité. Après, bon, je crois que le citoyen, aujourd'hui, il n'a pas besoin de nous pour le faire. Il est incité par l'État, il a été subventionné lourdement par l'État dans des années, avec cette boucle, il pourra participer. Il va falloir qu'on relance la machine. Mais nous, notre rôle, et on avait pu le voir lors de la première démarche, ça n'avait pas forcément fonctionné. Les citoyens avaient dit, ouais, finalement, il n'y a plus que moi qui veux faire du photovoltaïque, les autres, non, ils décalent, ils vont pas faire, ils vont peut-être faire. Certains avaient fait avec les anciens contrats, c'était très intéressant. Après, on avait pu voir que ça s'était arrêté, c'était moins intéressant, les gens avaient arrêté de faire. Et là, je parle des années 2010, même avant. Voilà. L'idée, c'est que la commune mette le premier pied à l'édifice pour que les gens viennent se greffer sur ces projets. C'est clairement ça. Aujourd'hui, on a vu que d'eux-mêmes, ils n'y arrivent pas, ou ils ne le font pas, ou en tout cas, ils le font sur de l'autoconsommation partielle ou de la revente à EDF, et en tout cas sur le réseau. Et là, l'idée, justement, elle est de venir faire coaguler tout ça, si je peux dire. Et de faire en sorte que les personnes viennent se greffer sur ce projet. Alors, je tiens quand même à recentrer un peu le débat sur la question des futures énergies renouvelables. Alors, évidemment, il y a plusieurs modèles aujourd'hui. Il n'y aura pas d'unité atomique sur la commune. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris les autres modèles, voilà, photovoltaïque, c'est déjà très bien. La question de l'éolien, il faudra qu'il y ait du vent. Et puis ensuite, les autres questions, c'est l'hydraulique. Ça me semble compliqué. Mais la géothermie à grande échelle, c'est compliqué chez nous parce qu'on a énormément de nappes phréatiques. Et donc voilà, il y a d'autres modes, mais pas aussi permanents et simples et bien tenus aujourd'hui que le solaire sur notre territoire. Allez. D'autres questions par rapport à cette création de boucle locale, à cette délibération sur la création de la boucle locale? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Merci. Une opposition, une abstention. Délibération 2014. 2023 F 2014. Motion pour le financement des petites lignes ferroviaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, cette motion de soutien nous est proposée par le collectif des usagers du rail pour un financement prioritaire du renouvellement et de la modernisation des petites lignes ferroviaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Les financements pour le ferroviaire prévus par l'État sont actuellement répartis entre préfectures de région pour la période 23-27. Et les budgets et les choix d'affectation seront définitivement votés par les conseils régionaux à l'automne prochain. Il s'agit du volet ferroviaire du contrat de plan État-région CPER. Au vu des déclarations récentes du gouvernement, qui a lancé le chantier des RER régionaux, il semble qu'il y ait un danger de voir cette enveloppe d'un montant limité consacrée pour une trop grande part à ces projets dont certains sont encore au stade de préétude, comme Clermont-Ferrand, Saint-Étienne. Par ce vœu, nous demandons solennellement de la modernisation du réseau ferroviaire dit de desserte fine des territoires en Auvergne. La majorité des lignes en Rhône-Alpes, par exemple comme Neussargues, Saint-Chély-d'Apcher ou Veynes-Grenoble, et les réouvertures de certains tronçons essentiels comme Thiers, Boin, Oyonnax-Saint-Claude ou Volvic-le-Mont-d'Or constituent une priorité budgétaire au même titre que l'installation des nouveaux réseaux express autour des métropoles ou des autres lignes. En effet, notre territoire ne se réduit pas à ces métropoles et il faut penser aux habitants des zones rurales qui sont fortement pénalisés par l'absence d'offres ferroviaires fiables et cohérentes. Les RER régionaux vont utiliser exclusivement les lignes existantes du réseau ferré. Pour une bonne harmonie, la coexistence des trains de proximité et des trains reliant les grandes cités doit se faire dans les meilleures conditions. L'offre aux citoyens doit être complémentaire, un cadencement élevé des trains en zone périphérique des métropoles et une fréquence moindre mais régulière et sûre vers les autres étoiles ferroviaires ainsi que les territoires ruraux. Nous demandons également que la région Auvergne-Rhône-Alpes devienne désormais l'initiatrice, comme ses voisines, des décisions de réouverture ou de maintien des axes ferroviaires indispensables à nos territoires. Bon, tout est assez clair. Alors on peut tout partager, pas forcément tout partager. En tout cas aujourd'hui, si on se tient à notre compétence du conseil municipal des Abrahams-Dauphiné,
eh bien, on ne peut que regretter qu'il n'y ait pas plus de trains qui s'arrêtent et qui partent de la gare abrasienne. Alors, il y en a pas loin, hein, il y en a à Saint-André, c'est déjà très bien, il y en a à Chambéry, pour ce qui concerne... Il y en a à Pont-de-Beauvoisin, excusez-moi, pour ce qui concerne Chambéry, et à Saint-André pour ce qui... vers Lyon, principalement Lyon, parce que voilà. Mais en effet, il pourrait y avoir d'autres dessertes quelquefois plus simples, en tout cas de l'investissement qui pourrait être prévu pour qu'il y ait plus de possibilités de desserte. Non pas que quand on arrive à la gare Infiti, on puisse pas aller à la gare à Saint-André, c'est pas du tout le problème, mais en tout cas de faire en sorte qu'il y ait des grosses structures qui se créent et que les collectivités publiques, comme d'ailleurs les comités de communes qui ont en charge les aménagements des quartiers gares, eh bien, doivent faire des parkings de partout, de plus en plus loin, de plus en plus grands, et où malheureusement eh bien, il y a une difficulté à suivre budgétairement. Eh bien, il pourrait être intéressant d'avoir des petites lignes et des petits arrêts qui soient remis en service, notamment grâce à ce CPER. S'il y a des questions trop compliquées, je ne pourrais pas y répondre. Ah, bien sûr. Juste rajouter un petit point. Ce qui est important dans cette motion, c'est de remettre la région décisionnaire des ouvertures ou réouvertures de lignes. Parce qu'aujourd'hui, on est trop tributaire des décisions qui viennent de Paris et on en subit les conséquences au quotidien. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et effectivement, si la région était décisionnaire, on aurait peut-être plus de trains sur les abrets. Ne nous avançons pas sur la gouvernance de la région Rhône-Alpes. Bon, en tout cas, pour ma part, je voterai pour parce que ce sont des motions de soutien qui me semblent essentielles pour la vie des territoires. Et en effet, Rhône-Alpes, ce n'est pas que Lyon, Clermont, Saint-Étienne, Grenoble et le Puy-en-Velay, mais c'est aussi d'autres territoires et d'autres communes qui ont besoin eh bien, de vivre. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vois une abstention. Philippe Thiebaud, exactement. Je vous remercie. Alors, je vous propose eh bien, de faire 2 petits points supplémentaires si vous en êtes d'accord, et notamment une délibération qui nous est un peu urgente. Comme vous le savez, le minibus communal a subi une panne, une avarie, sur l'autoroute à 400 km des Abrets en Dauphiné. Il a été réparé, pris en charge voilà, par une assurance là-bas qui a pu nous le rapatrier dans un garage, réparé, aux frais bien évidemment de la commune, mais aujourd'hui il convient de le rapatrier. Et pour le rapatrier, eh bien, il y a plusieurs solutions, soit une dépanneuse qui vient, qui nous le ramène, soit quelqu'un qui nous le ramène en étant payé, soit quelqu'un qui eh bien, souhaite nous le ramener gratuitement. Mais on ne va pas non plus lui imposer de payer l'autoroute et l'essence. Donc il faudrait pouvoir rembourser cette personne, et pour ça il faut qu'on prenne une délibération. Très clairement, parce que pour qu'on puisse rembourser les frais routiers, les frais de train pour y aller, et les frais de route sur présente facture, bien sûr, pour pouvoir récupérer le fourgon, le minibus, qui est basé, je crois, vers Vesoul, me semble-t-il, de mémoire, c'est ça? Salbris. Ah, près de Vierzon, pas Vesoul, Vierzon. T'avais voulu voir Vierzon, t'avais vu Vesoul. C'est pour ça que ça m'a induit en erreur. Pourquoi il n'est pas rapatrié? Le minibus? Bah surtout tout seul de son libre chef, quoi. Surtout ça. Non, il est parti parce qu'il y avait une compétition sportive. Voilà, donc le club l'a pris. Il faut reconnaître que là-dessus, eh bien, il faudra aussi. Donc c'est une très bonne question parce que on voit que, eh bien, on a des clubs aux Abrets qui, soit par la particularité de leur sport, soit grâce à leur niveau, eh bien, se déplacent très loin. Que le minibus eh bien, est à disposition des associations, et ça c'est très bien, certes. Maintenant, on se rend compte que ça peut poser de gros problèmes dès qu'on va très loin. Là, il y a eu des personnes qui ont dû dormir à l'hôtel, le lendemain c'était le brevet des collèges, enfin bon, il y avait vraiment des choses qui étaient hyper compliquées à gérer pour le club à ce moment-là, qui a vraiment joué le jeu, parce qu'au départ on avait une annonce de rapatriement de tout le monde qui était financièrement monumentale, voilà, pour
Voilà, parce que je crois que l'assurance prenait les 100 premiers kilomètres et après je ne sais plus comment c'était. Enfin, bon, le contrat également serait peut-être à revoir dans le cas où ça continue comme ça d'aller très loin. Et je pense qu'il va falloir qu'on puisse retravailler un peu là-dessus parce que le minibus a aujourd'hui 140 000 kilomètres. Plutôt en bon état carrosserie d'ailleurs pour 140 000 km, mais en tout cas, vieillissant. Et je pense qu'il est plus concevable qu'il aille à 500 km dans le week-end, aller-retour, voire même des fois plus que ça. Comment ? Ouais, alors là, ça faisait 1400 km aller-retour. Alors, on comprend le besoin des clubs, hein, parce que c'est fait pour eux, donc il faut qu'on puisse y répondre, c'est vrai. Par contre, malheureusement, là, on pénalise aussi tout le monde. Donc, voilà, il y a un compromis à pouvoir mettre en place, peut-être trouver un périmètre nécessaire, et puis à terme aussi, à réfléchir avec la commission des associations, mais peut-être prévoir un remplacement de ce dernier si on estime qu'il ne puisse plus rendre service. Bon, aujourd'hui, il est reparti pour encore 140 000 km, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr qu'il faudra revoir ça en commission asso, de réfléchir au périmètre et à l'usage. Voilà, clairement. Sans pénaliser les clubs, parce que j'insiste un peu, c'est aussi à nous, à des moments, de pouvoir mettre les moyens pour que ces derniers puissent s'exercer dans les meilleures conditions. Ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir prendre des bus pour aller aussi loin. Et je vous rappelle que pour les gosses, c'est une aventure de fou de pouvoir partir 2 jours quelque part pour faire une compétition. Et c'est un beau week-end et une belle aventure. Donc voilà, on est aussi là pour ça et faire en sorte que tout puisse se dérouler. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Allez trouver une solution. Niveau assurance, il n'y a pas pour pouvoir rapatrier le véhicule? C'est l'assistance, là. C'est-à-dire que vous avez envoyé également, excusez-moi du terme, un petit peu faire une compétition, vous n'êtes pas sûr du contrat. Alors nous clairement, on n'envoie personne. Le club... Oui, non, mais le club prend un véhicule qui est assuré et avec lequel il part où il le souhaite parce qu'il n'y a pas de règle. Et nous, on ne sait même pas où il part. Nous, il est assuré pour 8 personnes avec un conducteur tiers et voilà. Donc, en effet, le rapatriement du véhicule, le rapatriement des enfants était compris dans un périmètre de 100 km. L'assistance est réactive, hein, donc on s'est appelé, en plus ça tombe toujours le dimanche à 18 h. Donc moi j'étais en plein travail au bord du lac au restaurant et l'assistance a appelé, donc déjà la présidente de l'association, ensuite l'assistance. Nous évidemment que sans solution, on allait s'engager à rapatrier tout le monde. Hein, donc il y avait un coût certain qui était aux alentours des 2 000 € sur le rapatriement, je crois. Ouais, non, mais sur le rapatriement des enfants, des personnes, c'était 2 000 €. Donc il fallait un accord écrit. Moi, j'ai fait un mail. Voilà, j'avais mon téléphone, mon PC. Bon, j'ai fait un mail rapide pour donner mon accord au rapatriement et à cette prise en charge-là. Le club a tout de suite rappelé en disant non, mais attendez, c'est pas à la mairie de payer. Au pire, c'est à nous. Et au mieux, on trouve une solution pour que des voitures viennent récupérer les enfants, ou que les voitures où il y a de la place disponible puissent récupérer les enfants. Et puis ceux qui n'auront pas d'obligation de rentrer et pourront rester sur place et dormir à l'hôtel, et le club paiera l'assurance a payé la prise en charge de l'hôtel, bien sûr. Voilà. Mais le souci était qu'on avait le problème, il n'y avait plus de train et il n'y avait plus de disponibilité sur des minibus, voilà, à cette heure-là. Donc c'est ce qui engendrait un surcoût énorme de taxis. Et le fait que le lendemain, il y avait le brevet des collèges aussi. Donc ça a été également le gros point noir. Je pense qu'il n'y aurait pas eu ça aurait été quand même plus simple et on ne serait pas posé toutes ces questions. Ils auraient pu tous dormir à l'hôtel et pris en charge par l'assurance. Bon, voilà où ça en était. Donc de fait, il a fallu pallier aux problématiques. Alors il y aura sans doute un travail aussi à faire avec l'assurance parce que quel qu'en soit le périmètre d'activité du minibus, il faudra que l'assurance prenne en charge la totalité du rapatriement. Ça semble évident. Parce que demain, aujourd'hui, c'était 700 km de chez nous où était la manif. Ils prenaient en charge 200 km de rapatriement ou 100 km. Demain, si on fait 200 km de Les Abrins-Dauphiné, il faudra que l'assurance prenne 200 km. Sinon, c'est pas possible. On va jamais s'en sortir. Alors, la délibération, je vous le rappelle, c'est pour rembourser les frais de déplacement de la personne qui va le récupérer
personne retraitée et dynamique. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie pour cette délibération numéro 15 qui vient d'être rajoutée. Didier, tu as des choses à faire passer? Un petit billet de 40? Allez. Alors, on va à un dernier point. Didier Buisson, avec ses fameux avenants. Voilà, avenants. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce n'est pas des avenants pour la Comtessière. Ça sera plus tard. Là, c'est des avenants pour la MJC. Alors, la MJC, c'est un chantier, la première tranche de travaux qui va se terminer bientôt. Les sanitaires vont être opérationnels. La MJC ferme 15 jours. Ils vont être opérationnels pour la rentrée de la MJC. Et la partie hall d'entrée, elle sera mise en service quand ils vont redémarrer en septembre. Donc, il y a quelques avenants positifs et négatifs. Alors, la société Ribaud, un avenant de 600... Alors, je vous l'ai dit en hors taxe. Dominique, c'est en hors taxe ou en TTC qu'il faut donner les avenants? Ben, les deux. En TTC? D'accord. Donc, la société Ribaud, pour un travail qui lui a été demandé, embrasure intérieure, habiller les embrasures intérieures des châssis, parce qu'ils n'ont pas été posés comme c'était prévu au départ. Donc, nous avons un avenant de 728,41 €. La même société Ribaud, nous avons un avenant négatif qui correspond... il y a une porte qui a été supprimée. Ils n'ont pas, en fait, la pose des menuiseries intérieures, ils l'avaient inclus dans leur devis alors que la pose est effectuée par le plaquiste. Il y a des mobiliers qui ont été supprimés, des habillages divers et un plancher qui a été supprimé. Donc nous avons un avenant négatif un avenant de 144,17 € TTC. Une moins-value, je veux dire. Donc la société Ribaud. La société DIC, il y a des travaux qui ont été supprimés, alors pour une fois, parce que c'est souvent eux qui sont en positif sur la Comtessière. Alors, la société DIC, il y a 2 postes qui ont été supprimés. Un flocage sous la dalle du vide sanitaire qui n'a pas été effectué. Et une ouverture qui devait créer pour la porte qui a été supprimée chez Ribaud. En fait, l'ouverture a été faite par les employés communaux. Parce que c'était une ouverture qui avait été condamnée il y a une époque, qui communiquait entre la MJC et les appartements de dessus. Donc en fait, c'était 2 fûts de placo. Les employés communaux, quand on a placé les sanitaires, il fallait que ce soit fait assez rapidement, ils ont démonté le placo. Et le bloc-porte, nous avons récupéré un bloc-porte qui a été déposé à l'école Tazieff et qui a été reposé ici. Les codes correspondaient. Donc il y a une moins-value de 2047,20 € chez la société DIC. Après le plombier, la société Martinato. Alors là, nous sommes un avenant pour plus 2522,63 € qui correspond. Sur la MJC, nous avions prévu de récupérer les sanitaires existants. Donc ça a été fait, ils ont été démontés correctement, nettoyés. Sauf il y a un WC qui est quand même pas vraiment en bon état. Et Martinato nous a alerté là-dessus. Donc nous avons pris la décision de le changer. Nous avons rajouté un urinoir qui n'était pas existant, donc fourniture impose un urinoir. Et en plus, les radiateurs qui étaient prévus au marché, il s'est avéré que ces radiateurs n'étaient pas agréés maternels. Donc, il a fallu passer avec un modèle agréé maternel, ce qui fait que les radiateurs, ils sont 3 fois le prix des radiateurs classiques, ce qui nous fait un avenant de 2522,63 €. Mais on reste quand même dans l'enveloppe du marché. Après la société Isersol, nous sommes une moins-value de 598,48 € qui correspond. Les faïences qui ont été prévues au marché n'étaient pas disponibles dans la couleur qui avait été définie. Disons qu'ils avaient très peu de couleurs, donc nous sommes passés avec d'autres faïences qui étaient beaucoup moins chères. Donc moins 598,48 €.
Après, pour Prost-le-Maçon, nous sommes à plus 4 265,51 € qui correspond en partie pour le local rangement qui n'était pas prévu au départ. Disons qu'on avait un chiffrage qui était astronomique par rapport à une estimation. Finalement, quand nous avons commencé les travaux pour la rampe d'accès PMR, il était obligé de monter un mur. Du coup, au lieu de monter un mur, il en a monté 4 avec une dalle dessus, ce qui nous a fait un local. Il a fallu rajouter une marche à l'extérieur qui n'était pas prévue. Nous avons des reprises de regard d'eau pluviale et les clous pour d'eau tactile qui étaient prévus en PVC. Finalement, nous avons décidé de les faire mettre en acier zingué, ce qui est quand même beaucoup mieux à l'extérieur. Donc nous avons plus 4 265,51 €. Après l'électricien, donc dans ce local rangement, nous avons mis la lumière plus une prise de courant, donc 263,88 €. Et pour finir, le serrurier, c'est lequel il faut quand même y mettre une porte. Alors la porte, nous avons prévu, en fait la porte c'est il y avait un portail métallique là-bas, ce portail métallique qui ne servait plus. Du coup, le serrurier rajoute une tôle contre, le fait repeindre et le pose en guise de porte pour 996 € TTC. Voilà, voilà. C'en est fini pour la MJC. Qui s'oppose à la signature des avenants avec certains positifs ce soir? Ça, c'est quand même une nouvelle en soi. Alors, qui s'abstient? Excusez-moi. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et qui s'abstient? Une abstention. Merci beaucoup. Questions diverses. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant de clore ce conseil municipal, ce dernier conseil municipal de la saison? Pas de questions diverses. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous et puis de passer un bel été, des bonnes vacances pour ceux qui en ont. Bonne soirée. Merci.